Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais effectivement, je vous retrouve avec plaisir ce matin, d'une part parce que j'ai compris que vous appréciez nos rendez-vous réguliers depuis plus d'un an, des rendez-vous qui ont évolué avec le fil du temps et ça c'est bien, ils ne remplacent plus complètement les aventures impossibles à faire, mais ils sont devenus, et on espère bien, une annonce de futurs voyages, de futures découvertes, de découvertes à faire ensemble. Alors, je suis également ravi d'être parmi vous et devant vous ce matin parce que je vais vous parler de ma destination préférée, sans doute du pays aussi que je connais le mieux, pour y aller bien chaque année depuis plus de 20 ans et pour y jouer les rôles de guide local, de conférencier et de directeur de croisière. Alors, si vous envisagez, pour la plupart d'entre vous, ça c'est pas vraiment le cas, mais si vous envisagez votre première croisière ou si vous avez déjà goûté au plaisir du voyage à bord d'un bateau de croisière, la Norvège, eh bien, c'est le pays qu'il faut découvrir par la mer, par cette extraordinaire façade maritime qui est une façade déchiquetée, qui a été déchiquetée eh bien, par les successives périodes de glaciation, des glaciers qui ont laissé eh bien, d'innombrables îles, des fjords majestueux, des bras de mer qui peuvent, ces fjords, ce sont des bras de mer, qui peuvent comme cela eh bien, entrer, pénétrer jusqu'à plus de 200 kilomètres à l'intérieur des terres. Alors en 2022, eh bien, je vais, avec vous, combler un manque de Norvège, parce que ça fait presque 2 ans que je n'y suis pas allé, avec deux magnifiques itinéraires qui couvrent une partie de l'immensité de ce territoire, puisque c'est un grand pays, il est grand comme notre voisin allemand, mais il est plus étiré, puisque voilà, il a à peu près 1700 kilomètres du nord au sud pour sa seule partie continentale. Et à ça, il faut ajouter, vous le savez sans doute, un archipel qui est plus au nord, qui s'appelle l'archipel du Svalbard, qu'on connaît, nous, un peu plus sous le nom de son île principale, qui est l'île du Spitzberg. Et on est à moins de kilomètres, à moins de 1000 kilomètres, pardon, du pôle Nord, quand on est comme cela au Spitzberg. Alors, les deux itinéraires sont différents. Ils sont, le premier, effectivement, à la fin du mois de mai, associe donc la Norvège continentale avec le Spitsberg, ou le Spitsberg avec quelques escales en Norvège continentale, alors que eh bien, le second, alors il faut que je revienne, voilà, une petite erreur de manipulation. Voilà, vous allez voir apparaître le second, ici, voilà, le second, effectivement, lui, eh bien, se fait au mois de juin et il vous permettra de découvrir plus en détail des petits et des grands ports du continent. On profite comme cela du solstice d'été parce que voilà, il est plus dans la deuxième moitié du mois de juin et on a comme cela, eh bien, on va dire, des escales, le soleil de minuit qui va être présent même dans les régions les plus méridionales du pays. Alors, les deux itinéraires sont différents mais ils ont des points communs, des escales identiques. Alors, pour éviter de me répéter, eh bien, je vais évoquer cette extraordinaire destination qu'est la Norvège en déroulant les escales du sud vers le nord. Et vous pourrez quand même identifier à chaque fois la croisière concernée grâce justement à la première page. Vous avez ces deux brochures, là, que vous avez à l'écran. Vous les retrouverez en plus petit en bas de votre écran à gauche. Donc, c'est juste pour prévenir un petit peu comment on se repère et comment on va naviguer. Alors, puisque eh bien, la géographie prévaut sur la chronologie, bien, je commence par l'escale la plus méridionale et c'est une escale juste en dehors du pays. C'est une escale au Danemark. Et ce n'est pas si incongru de parler de la Norvège et de commencer par le Danemark parce que bien, les liens entre les deux pays sont très nombreux. Je n'ai en cité que 3 de ces liens. Le premier, c'est la civilisation viking, les Danois, les Norvégiens sont les descendants des Vikings. Deuxième point, on pourrait dire que, eh bien, on a effectivement la langue norvégienne qui est, ma foi, très proche de la langue des Danois, en tout cas l'une des 3 langues, celle qu'on appelle le bokmål. Et puis, troisième point, c'est 4 siècles d'histoire commune, puisque, bien, 4 siècles pendant lesquels Copenhague était la capitale. Le roi danois, alors principalement des Christians, il y en a eu 7 d'entre eux, et des Frédéric, 5, ont régné simultanément sur le Danemark et la Norvège. Une relation parfois conflictuelle,
mais sans rancune, parce que, on va le voir, l'histoire le prouve à tel point que, eh bien, c'est un prince danois qui a été choisi par les Norvégiens devenus indépendants au tout début du XXe siècle, eh bien, un prince danois qui va prendre la tête, hein, qui va fonder la nouvelle maison royale de Norvège. Vous voyez, donc pas de rancune entre les deux pays, au contraire, de nombreux liens. Alors, face à la Suède, eh bien, qui est l'autre grand frère scandinave, Copenhague est situé à l'est du pays, sur l'île de Sjælland, qui est relié à la Suède par le fameux pont tunnel d'Øresund, et un tunnel surtout, qui va comme cela aboutir jusqu'à Malmö. Alors, avec plus d'1,5 million d'habitants, c'est aussi la plus grande ville, hein, Copenhague, la plus grande ville du pays. C'est une ville, une capitale moderne, mais qui n'a quasiment pas de gratte-ciel, sans pour autant délaisser l'architecture avant-gardiste, qui est au contraire assez présente, mais finalement une certaine harmonie avec le patrimoine local, les maisons multicolores, comme celle de ce quartier que vous avez sous les yeux, qui s'appelle le New Haven. New Haven, ça veut dire le nouveau port. C'est le nouveau port du XVIIe siècle. Alors, l'une des cartes postales de la ville, c'est bien sûr la petite sirène, qui est inspirée du conte de Hans Christian Andersen. Ça fait plus d'un siècle qu'elle est sur son rocher, qu'elle s'accroche sur son rocher, qu'elle rappelle aux habitants de Copenhague eh bien, leur relation avec la mer, avec la Baltique toute proche, avec l'océan, qui n'est pas si loin. Dans cette vaste capitale, on va trouver de nombreux palais, témoins de l'histoire du pays. C'est Christian VI à qui l'on doit le château de Christiansborg, vous avez sous les yeux. Alors, c'est un palais baroque, rococo, hein, qui va rester la résidence principale du monarque jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Bon, il y a un incendie qui le ravage, on va le reconstruire, et le roi va se déplacer, va choisir un autre palais, mais c'est toujours un lieu de pouvoir, puisque c'est là que réside le Parlement danois, c'est là également que réside la Cour suprême danoise. Alors, autre palais rococo de cette capitale danoise, eh bien, c'est Amalienborg, un incontournable monument, vous voyez ici à l'image, avec ses 4 palais. Alors, vous voyez ici les 4 palais, petits palais qui se font face, qui sont un petit peu comme une sorte de organisés en couronne autour de la statue équestre de Frédéric V. Je l'ai mis ici en plus grand sur le coin droit de l'image, en haut. Et on a dans la perspective une église, qui est l'église de Frédéric, un bâtiment imposant par cette couronne et par cette coupole, pardon, qui est surtout la plus grande coupole de Scandinavie. Enfin, on ne peut pas passer à Copenhague sans se rendre visite à une demeure tout à fait aussi très intéressante, le château plus ancien d'ailleurs du XIXe siècle, château de Christian IV, vous voyez qu'on navigue entre les Christians, le château de Rosenborg, magnifique exemple du style flamand, néerlandais de la Renaissance sur cette terre danoise. On est toujours au centre de la capitale danoise, mais c'est vrai qu'au XVIIe siècle, eh bien, le château était en dehors des murs de la ville. Le château est également réputé pour abriter des trésors de la couronne, en particulier la couronne de Christian IV. Et puis les visiteurs affluent également là en grand nombre pour les magnifiques jardins de Rosenborg, des jardins qui ont évolué avec le temps, mais la roseraie est toujours aussi splendide. Alors, voilà, on va arriver en Norvège et c'est par les escales méridionales, les escales de Lillesand, les escales de Kristiansand, qu'on va commencer cette progression vers le nord de la Norvège, en terre, mais également dans les eaux norvégiennes, parce que vous profiterez bien, entre les escales de superbes temps de navigation. La côte sud de la Norvège, c'est ce que les Norvégiens appellent parfois la Riviera, leur côte d'Azur. Ils appellent ça aussi surtout la terre du sud, sur Landset. Et on y trouve comme cela des petits ports de villégiature, à l'image de Lillesand. En se promenant dans la ville, eh bien, on commencera notre immersion dans cette culture norvégienne où la maison, qui est rarement une petite maison, surtout de nos jours, eh bien, cette maison, elle est le pilier de la culture nationale. Elle est l'objet de nombreux soins. Elle est de nos jours aussi très confortable, bien décorée, et elle est le reflet de cette nation, riche nation. Mais elle aussi correspond, c'est un écho avec le passé, de cette bourgeoisie qui s'est épanouie grâce au commerce, grâce à ses richesses, les richesses de la Norvège qu'on exportait alors, le bois des forêts, les richesses halieutiques, la richesse de la pêche, de ces eaux. Dans l'histoire de la région, Lillesand se distingue également par la révolte d'un fermier, il s'appelait Loftus,
On est au XVIIIe siècle et c'est un peu l'image d'un Robin des Bois qui va comme cela rejoindre Copenhague pour soumettre au prince héritier une longue liste de doléances. À son retour, il parvient même à continuer à monter cette révolte. Il arrive à comme cela, eh bien, réunir quelques 2000 hommes, ce qui va provoquer un peu la panique chez les dignitaires danois de la ville, des villes côtières, et il sera finalement arrêté et passera le reste de ses jours en prison. Hein. C'est voilà, le héros local qu'on évoque et qu'on voit dans l'histoire générale quand on visite le musée local de Lillesand. Alors, tout à côté de Lillesand, eh bien, on a une ville plus importante, la ville de Kristiansand. Et bon, Kristiansand, ça vous donne une bonne indication de la fondation de cette ville, puisque c'est un roi danois, Christian numéro 4, qui a comme cela décidé de fonder une ville. On est au début du XVIIe siècle. Ce n'est pas un caprice royal, c'est au contraire un site bien choisi, parce que c'est une base idéale pour contrôler les abords de la mer du Nord et la mer Baltique, donc c'est un point stratégique. Cette ville va être dotée d'ailleurs une forteresse qui ne servira quasiment pas. Une seule fois, elle va servir, on va dire au XXe siècle, le 9 avril 1140, quand les faibles forces de la Norvège indépendante eh bien, essayent de faire face à l'arrivée des forces du Troisième Reich d'Adolf Hitler. En vain, ça ne va pas durer très longtemps, cette résistance, mais voilà, c'est le seul moment où la forteresse va jouer un rôle de défense. La ville est construite sur un plan à damier, elle a gardé en partie son quartier le plus ancien, celui des petites maisons de bois, et parmi la plupart d'entre elles ont été préservées justement dans un musée dit de plein air, c'est une spécialité de la région, de la Norvège en général. Alors c'est le musée de Vest-Agder, hein. Vest ça veut dire l'Est en norvégien, et on est dans cette région de l'Agder au sud de la Norvège. Le musée de plein air, c'est vraiment, je vous le disais, une spécialité norvégienne, c'est une façon de conserver ce fragile patrimoine norvégien. C'est un patrimoine fait de maisons en bois. On y rassemble dans ces musées de plein air, donc dans un espace réduit, des vieilles maisons des villes. Des quartiers entiers vont être comme cela reconstitués, mais ça peut être également des corps de ferme, des ateliers d'artisans, des écoles, des églises. Et à Kristiansand, on a comme cela une quarantaine de bâtiments bien conservés. Les plus anciens datent du XVIe siècle, de la fin du XVIe siècle. Et on a comme cela dans ces musées de plein air, eh bien, vraiment les traditions, certaines traditions qui vont se perpétuer. Vous voyez ici à l'intérieur plutôt la fin du XVIIIe siècle, XIXe siècle. Parmi ces traditions, il y en a aussi qu'on peut consommer. Vous voyez ici les fameuses gaufres norvégiennes qu'on consomme avec profusion de crème fraîche, de confiture et parfois, ici, vous voyez à l'image, on voit cet enroulé. Hein, pour les plus puristes, c'est du fromage de chèvre caramélisé, le Geitost. Alors, on va être honnête, ce n'est pas pour ça qu'on fait le voyage. D'un point de vue, on va dire, plus anecdotique, bon, je suis déjà passé à Kristiansand, ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs, je pense que j'étais en compagnie de Magali, et notre visite a coïncidé avec la visite de la famille royale. Ça arrive aussi, effectivement, surtout l'été, ils se promènent avec leur très joli petit bateau, le vieux blanc que vous avez à l'image. Et on a eu le droit, comme ça, enfin surtout eux, à un très bel accueil avec un spectacle qui était donné devant le tout récent Palais de la Culture. Et alors, je vais essayer de vous diffuser ces images que j'espère animées. Elles sont un peu prises à distance. Je suis un paparazzo amateur seulement. Et vous allez voir, apercevoir en tout cas, la silhouette du roi, Harald V, hein, qui règne depuis 1991, de son épouse, la reine Sonia, qui est en rouge, et du prince héritier, qui est le plus grand des personnages, s'appelle Haakon, et suivi, il va saluer de la main, vous allez voir, et suivi de son épouse, Mette-Marit. Elle aussi, elle est facile à reconnaître, elle est blonde. Et vous remarquerez une chose, regardez bien ces images, vous remarquerez qu'il n'y a pas de garde du corps, qu'il n'y a pas de force de sécurité. Ouais. Voilà, une sorte de petit yacht, hein, le bateau est dans la rade. Vous arrivez avec la chaloupe du bateau, la petite chaloupe en bois, et vous les voyez monter l'escalier, le roi employé, en rouge, je vous disais, la reine Sonia, les saluts de la main, c'est le prince héritier Haakon, et son épouse. Voilà. Et je passe à la suite.
Alors, j'ai évoqué la navigation que l'on fera dans les eaux norvégiennes. Il y a des points forts, il y a des points d'or comme ça dans cette navigation, comme l'incursion qu'on fera dans toujours un fjord du sud du pays. C'est le fjord qui s'appelle le Lysefjord. Lysefjord Y, en général, ça prononce plutôt U en norvégien. Lysefjord, ça veut dire le fjord de la lumière. Alors, ce n'est pas le plus grand des fjords, ce n'est pas le plus petit non plus, mais il est remarquable par les hautes falaises qui vont le former jusqu'à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. On dirait qu'il a été comme cela taillé à coups de hache. On naviguera une douzaine de kilomètres sur les 40 que comprend ce fjord, là, le bord du fjord, et on ira voir, eh bien, ici, vous voyez, on ira se positionner en dessous de cette falaise avec cette particularité, ce détachement qu'on appelle le siège du prêtre, la chaire, qui est à plus de 600 mètres au-dessus de nos têtes. C'est une navigation qui est tout à fait spectaculaire, une navigation qu'on fera ce jour-là à bord, bien sûr, du MS Ampour. À quelques heures de navigation du de Sofia, eh bien, on a la quatrième ville du pays par la taille. C'est la ville de Stavanger, la plus méridionale des grandes villes de la côte, de cette côte occidentale. Stavanger, c'est aussi la capitale de l'industrie pétrolière norvégienne. C'est dire si le boom pétrolier a changé la ville. Et pourtant, eh bien, cette ville de Stavanger a su conserver les charmes de son passé, un passé qui est d'ailleurs comme son présent lié à la mer. Stavanger a longtemps été une toute petite ville. Une grande partie de son histoire, c'est l'un des premiers, le premier évêché de la Norvège. À ce moment-là, on est au XIIe siècle, il y a quelques baraques autour du port. On aura à peu près jusqu'au XIXe siècle 2000 âmes qui vont vivre comme cela à Stavanger. Et un port qui est d'ailleurs un port très protégé, une anse portuaire qu'on appelle un Vågen, c'est un nom qu'on retrouvera comme cela lorsqu'on se promène en Norvège. C'est aussi ce port, ça va être important dans la deuxième moitié du XIXe siècle, un port d'émigration, une porte de sortie, une porte d'exil. Beaucoup de Norvégiens vont fuir la pauvreté de la Norvège au XIXe siècle et iront tenter leur chance dans l'émigration transatlantique en essayant de fonder une famille, une vie comme cela sur le continent nord-américain. À la fin du XIXe siècle, il y a une nouveauté, c'est l'apertisation, la capacité, la possibilité de faire des boîtes de conserve. Et ça, ça va permettre le développement d'une industrie locale. Grâce à une richesse locale, c'est les sparks, les petits harengs, on appelle ça même la sardine norvégienne. Et on va exporter. Alors, on voit là se multiplier les maisons, les pêcheurs, les habitants qui vont. La ville grandit, mais aussi on a une multiplication des conserveries. Il y aura près de 70 conserveries dans la ville de Stavanger, 3/4 des habitants travaillant dans ces usines de poissons. La ville grandit, elle va atteindre comme cela 30 000 habitants au début du XXe siècle. Et sur un côté du port, on a justement encore de nos jours le vieux Stavanger. En norvégien, on dit Gamle, Gamle, c'est vieux, Gamle Stavanger, qui est le témoignage vivant en fait de cette époque, avec des petites maisons alignées dans des rues assez étroites, des rues pavées. Alors de nos jours, c'est très abondamment fleuri. Ce sont d'anciennes maisons d'ouvriers, mais très soignées, très préservées. Alors, la population du quartier a, il faut bien le dire, bien changé. Le prix du mètre carré explique aussi cette gentrification du quartier. Toutes les conserveries ont bien sûr fermé leurs portes à peu près depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elles ont été transformées soit en bureaux, soit en musées. Stavanger a toujours été une ville très cosmopolite. Alors, c'est souvent le cas quand même des ports. Elle est toujours d'ailleurs une ville très cosmopolite parce que depuis les années 60, il y a l'exploitation justement offshore, le gaz et le pétrole de la mer du Nord. Et de nos jours, 10% de la population de Stavanger, à peu près 125 000 habitants, 10% travaillent, sont bien sûr étrangers et travaillent aussi dans l'industrie des hydrocarbures. Alors, cette activité gazière, pétrolière est quand même si forte, si déterminante pour Stavanger, on lui a consacré un musée très didactique, très pédagogique, et il nous dit comme cela toute l'histoire des hydrocarbures, de l'aventure norvégienne dans cette industrie, cette nation qui continue fortement à bénéficier de cette richesse, mais qui doit aussi, et ça c'est un énorme défi, doit faire face à la réduction des gaz à effet de serre, au risque de réchauffement planétaire.
Donc ça, c'est vraiment une contradiction. Et voilà, le musée va parler aussi de ce défi, de cette contradiction. Et c'est un musée essentiel à visiter lorsqu'on est de passage à Stavanger. Alors, à partir de Stavanger et jusqu'au Cap Nord, on va aussi profiter d'un formidable réseau. C'est le réseau des fjords norvégiens. Alors, les plus vastes des fjords, les plus spectaculaires, ils s'organisent de façon, on va dire, perpendiculaire à la façade maritime. Comme vous avez ici, je vous montre l'entrée du Sognefjord et on peut un petit peu tracer, ça fait plus de 200 km, cette pénétration du Sognefjord dans le territoire norvégien. On a également le Nordfjord, Nordfjorden. Voilà, ce sont d'impressionnantes saignées, mais on va dire à la perpendiculaire par rapport au littoral. Et ça donne la Norvège un formidable littoral très découpé, le plus découpé au monde, le plus long d'Europe, avec quelques 25 000 km de côte seulement pour la partie continentale. Alors, à ces grands fjords intérieurs, on va également ajouter quelques 200 000 îles qui vont s'égrener tout au long de la côte. Là, je vous montre effectivement le passage entre Stavanger au sud et Bergen tout à fait au nord de cette carte. Quelques 200 000 îles qui, voilà, tout au long de la côte vont être là. On appelle ça la banquette d'îles. Et cette profusion insulaire, on la doit à l'action des glaciers. C'est un petit peu comme les fjords, c'est la même chose. Les glaciers qui ont travaillé cette côte et qui ont formé une sorte de barrière de protection, créant une mer intérieure. Et donc, lorsqu'on navigue dans cette mer protégée, on est protégé de ce qui se passe bien sûr à l'extérieur, donc éventuellement de la mauvaise mer extérieure, mais on a surtout une navigation extraordinaire, puisqu'on navigue, les paysages défilent des deux côtés du navire. Alors là, je vous ai mis quelques images, mais c'est difficile de résumer ce qu'est la navigation côtière en Norvège. C'est quelque chose de tout à fait unique de naviguer comme cela dans cette mer protégée, et avec des îles plus ou moins grandes, des bras de mer plus ou moins importants, un relief plus ou moins élevé, des îles plus ou moins vertes, voilà, des îles plus ou moins peuplées aussi. On vous incitera régulièrement à profiter, à avoir le nez dehors, à profiter de cette navigation. Alors bien sûr, quand on navigue, on donne aussi des conférences, mais il faut savoir partager son temps et on essaie toujours d'accorder la priorité à la navigation et au plaisir que procure cette navigation-là. C'est quelques photos en particulier prises en fin de journée où le soleil se rapproche quand même de l'horizon. Ça donne de très belles couleurs, bien sûr, sur le relief. Alors, sur notre chemin, on passera par une petite ville qui s'appelle Vindenes, un petit port qui nous permettra de rejoindre celui qui est un peu plus à l'intérieur des terres, celui de Bergen. Alors, Bergen, c'est une petite merveille entourée, là aussi, il y a un Vågon, donc voilà, une anse portuaire, entourée donc en forme de U, entourée de petites maisons, d'entrepôts de bois et de briques, des collines tout autour, des collines verdoyantes. On en compterait 7, comme à Rome, c'est pas la seule ville, dans laquelle on va trouver sur ces collines justement un habitat plus éparse, et c'est les riches bourgeois de Bergen qui vivent encore sur ces belles maisons des collines. Alors, comme ces riches bourgeois, on va comme cela prendre un petit peu de hauteur, on va profiter d'une vue superbe en utilisant, c'est très facile, le funiculaire. Et il faut 8 minutes comme cela pour rejoindre et être au sommet du mont Fløyen. Alors, au sommet, c'est une colline, on est à 300 mètres d'altitude au-dessus de Bergen. Mais là, par temps clair, on peut avoir une vue extraordinaire. Regardez un petit peu cette vue qu'on peut avoir sur Bergen, sur les îles qui entourent également Bergen. Alors, on peut profiter du mont Fløyen pour aller faire de belles randonnées. C'est ce que font les autochtones, les Norvégiens, qui aiment passer du temps dans la nature, dans la forêt. On profite aussi de cette vue pour jeter un coup d'œil sur le centre-ville. Et si vous voyez ici, regardez, si vous suivez mon curseur, je vous montre un monument là. Je vous montrerai en plus grand. Alors, c'est, pour être honnête, pas forcément le plus beau, mais en tout cas, il est spectaculaire, puisque c'est en fait une salle de concert dédiée au musicien norvégien le plus connu, à savoir Edvard Grieg, et vous reconnaîtrez sans doute qu'il a un petit peu la forme de piano
Bon, c'est un bâtiment de la fin des années 80. On est un petit peu encore dans un style utilitaire, hein, qui n'est pas extraordinaire, mais voilà, qui va marquer ce territoire. En tout cas, vous remarquez aussi, hein, je vais vous montrer cette photo qui est un petit peu plus sombre parce que, pour être honnête, eh bien, il faut admettre que Bergen, ce n'est pas la ville où le soleil est garanti à 100%, et c'est un très fort euphémisme puisque c'est la ville la plus pluvieuse de Norvège. Mais c'est aussi la capitale des fjords, et Bergen, c'est aussi la capitale des arts. De nombreuses statues vont agrémenter ce centre-ville et célébrer ce riche patrimoine artistique tout près du port. On peut trouver, vous avez celui qu'on appelle le Molière norvégien, vous voyez ici à l'image, il s'appelle Ludvig Holberg. À côté de l'opéra, on a la statue alors un petit peu plus rigoureuse de Bjørnsen Bjørnson. Alors lui, c'est l'écrivain, c'est l'auteur des paroles de l'hymne national norvégien. Et de façon plus stylisée, là aussi, la statue à droite de Erik Ibsen, célébrissime auteur de théâtre. Caché dans un petit bosquet, alors au-dessus d'une fontaine, il y a une toute petite statue, c'est celle d'Ole Bull. Alors je vous le cite parce qu'il est assez amusant, ce monsieur. Alors on l'a de son vivant appelé le Paganini du Nord. Si vous vous rappelez, Paganini, c'est un grand violoniste, compositeur et surtout grand interprète de la musique pour le violon. Et alors lui, un personnage qui est un petit peu, qui illustre bien ce que font les Norvégiens, ce que sont les Norvégiens au XIXe siècle. Il va chercher fortune, il va essayer de créer une colonie carrément, il va émigrer en Amérique du Nord. Bon, ça ne marche pas, il reviendra comme cela en Norvège, il a une très belle maison que vous avez ici à l'image, oui, dans un site très éclectique, assez oriental, dans une île au sud de Bergen. Et Ole Bull, eh bien, il va achever sa vie ici en Norvège et il sera un compositeur célébré de son vivant. Et c'est aussi un compositeur c'est l'un des premiers à savoir illustrer un petit peu cette âme norvégienne. Et je vais vous faire écouter un petit peu cette âme norvégienne. Oui, c'est une musique un petit peu triste, vous allez entendre, elle s'appelle Un moment de solitude. Ça dure une toute petite minute. Une introduction à la musique norvégienne. Alors, voilà, j'ai fait une bêtise. On va continuer comme ça. Et j'ai fait une bêtise. Voilà, je vais partir en arrière, mais on va revenir. C'est pas grave. Alors, Bergen est célèbre, c'est ce que vous allez voir apparaître à l'écran maintenant. Voilà. Elle est célèbre pour son quartier de marchands allemands. Ils étaient les représentants de la Ligue hanséatique. Alors, vous avez entendu parler de la Hanse, la Ligue qui a contrôlé pendant une grande partie du Moyen-Âge le commerce de l'Europe du Nord, mais surtout, ou encore, le commerce norvégien. Malgré les incendies tout au long de son histoire, le quartier de Bruggen, hein, c'est le nom qu'on lui donne, ce vieux quartier de Bergen, le quartier de Bruggen, a survécu. Il est classé sur la liste d'ailleurs du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et sa visite, eh bien, elle permet de comprendre la prospérité de ces marchands. Leur mainmise sur le commerce du cabillaud, hein, c'est la morue séchée, salée, qui a fait la prospérité de ces marchands. Et ce cabillaud, bien, qui était pêché dans le nord du pays et qui est, comme cela, été vendu par le port de Bergen.
Ça permet aussi de comprendre, lorsqu'on visite cet endroit, eh bien, de comprendre l'inconfort dans lequel vivaient ces marchands allemands. Ils vivaient là, craignant le feu dans ces petites maisons de bois, et surtout, ils le grelottaient de froid pendant les longs hivers humides de Bergen, parce que bah, voilà, ils évitaient de faire du feu, ils craignaient effectivement les incendies. À 2 pas du quartier de Bruggen, eh bien, on trouve toujours le marché de la ville qui s'appelle Torget, toujours très apprécié de nos jours par l'abondance, par la diversité de ces saumons, vendus sur toutes ces formes, sur toutes ces formes, effectivement. Mais aussi, on trouve le fameux, là vous avez à l'image, le crabe royal, qui est un délicieux envahisseur venu de Russie, ou encore le steak de baleine, mais il faut bien le dire, il est de moins en moins populaire, même auprès des Norvégiens. Très populaire tout au contraire, en particulier pour des touristes asiatiques qui adorent cet endroit. C'est la petite maison de Trollhaugen, dans la proche banlieue de Bergen. Elle fut, cette petite maison, la retraite du plus grand, j'ai déjà cité, grand artiste norvégien, le plus connu. Il s'agit d'Edvard Grieg. Et dans cette maison musée, eh bien, on retrouve le piano, bien sûr, de l'artiste. On retrouve effectivement quelques objets qui appartenaient à son épouse, qui était aussi sa cousine et sa chanteuse préférée, Nina. On retrouve les prix, les décorations nombreuses qu'il a reçues parce qu'il a eu la chance d'être un des artistes reconnus, célébrés de son vivant. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de mentionner un petit trésor aussi qui est vraiment, qui n'est pas très loin de cet endroit, toujours un petit peu dans la banlieue proche de Bergen, au creux d'un bosquet sur les rives d'un fjord. On a là l'unique église en bois debout de la région, l'église de Fantoft. Ces églises en bois, eh bien, elles sont le témoignage de la transition entre le paganisme des Vikings et leur conversion au christianisme. On en a compté jusqu'à 1000 de ces églises sur le pays, sur la totalité du pays. On était entre le XIIe et le XIIIe siècle. De nos jours, il n'en reste même pas une trentaine. Trop petites, elles ont été en fait délaissées au fil des siècles, et puis les incendies ont fait le reste. Même d'ailleurs, cette petite église de Fantoft, elle est arrivée là seulement au XIXe siècle grâce à la générosité d'un marchand de Bergen, et puis ce n'est qu'une réplique de celle qui est arrivée au XIXe siècle parce que malheureusement, elle a brûlé, a été incendiée par un fou sataniste ça a été un drame au début des années 90, elle a été entièrement reconstruite, mais voilà, on a un bel exemple de ce qu'est une église en bois debout à côté de Bergen. Alors, au nord de Bergen, dans cette région des fjords de Norvège, on va naviguer et on va entrer profondément dans le Nordfjord, le second plus grand fjord du pays. On fera là 2 escales dans la journée et vous pourrez comme cela découvrir des paysages fantastiques, où la mer et la montagne sont unies. C'est un spectacle qui est tout à fait époustouflant. Olden se trouve loin de l'entrée du fjord. Vous voyez ici, effectivement, là, marqué avec le petit trait rouge, comme ça vous pouvez identifier où se trouve Olden. On est dans un endroit où la marée est quasiment imperceptible, où l'eau de mer tourne au vert, en particulier l'été, où à cause de l'apport en eau douce, elle est chargée de sédiments, cette eau, l'eau des rivières, des cascades, donc elle est plus bleue, elle tourne au vert. Et pour passer d'une vallée à l'autre, de passer d'un fjord à l'autre, on va prendre de l'altitude, on va quitter très vite les plaines, très petites, quasiment inexistantes ces plaines, pour gagner des plateaux, passer des cols, et puis on va comme cela voir des communautés, voilà ici ça c'est pour Olden, on va trouver comme cela des petites communautés rurales qui se sont installées, leur vie est aujourd'hui plus facile, les menaces de la montagne, les avalanches, les chutes de neige, les éboulements, les affaissements de terrain sont plus surveillés qu'autrefois, les habitants des fjords ne sont plus coupés du reste du pays comme il l'était lors des longs mois d'hiver, mais ces communes sont peu peuplées. Et on a encore dans cette région de l'ouest de la Norvège, l'un des dialectes, en tout cas l'une des langues norvégiennes qu'on appelle le nordnorsk, qui veut dire le lame, la langue du pays. Donc ça, c'est la langue avec le plus d'archaïsme. Et en prenant l'altitude, on va voir effectivement l'étagement de la végétation qui va faire disparaître rapidement les conifères. Les neiges de l'hiver résistent une grande partie de l'été. Vous voyez ici, avec cette neige qui nous entoure. On va comme cela passer vers des lacs aussi, parfois des lacs qui sont gelés pendant une grande partie de l'année.
Et puis, on rejoindra comme cela un très joli petit village. Vous voyez ici, là, les fermes qui sont très, très belles, ces fermes comme cela d'altitude, qui sont de nos jours surtout des fermes qui sont préservées, c'est partie du patrimoine norvégien, et qui sont entretenues pour les touristes. On peut les louer et passer, on va dire, un moment de calme et d'isolement. Des plateaux, de plateau à plateau, comme ça, on va regagner eh bien, peu à peu un bras de mer. Et c'est l'occasion de faire des photos, de voir ce magnifique fjord de Geiranger, d'immortaliser un petit peu ces paysages. Geiranger, c'est un petit village. L'hiver, la population n'atteint pas les 300 habitants. L'été, il est plus populaire, attirant toutes sortes de tourisme et de touristes. Sa population est comme cela multipliée par 10 pendant la période estivale. Et grâce à un ferry, eh bien, on quittera le quai de Geiranger. On peut profiter, grâce à ce ferry, eh bien, de ce fjord magnifique qui est le fjord Geiranger, qui est l'un des plus petits fjords. Il fait seulement 16 km, mais c'est une ramification d'un plus grand fjord. Et vous allez voir que, eh bien, il est impressionnant par la profondeur. Alors, déjà, il est très profond, mais ça, on ne s'en aperçoit pas. C'est 300 mètres de profondeur maximale, entre 150 et 300 mètres de profondeur. Mais on a l'impression qu'il zigzague, que ce bras de mer zigzague entre les montagnes, et des montagnes qui sont, là aussi, on a des falaises tout à fait à la verticale. Et ça, c'est l'action des glaciers qui ont creusé ce fjord il y a quelques milliers d'années. Alors, on en profitera pour écouter les commentaires. Lorsqu'on se promène en ferry sur le bateau, en ferry sur le fjord, il y a des commentaires. On vous explique un petit peu les légendes, les histoires de cette région, les particularités géologiques de la région. Et on aperçoit, par exemple, eh bien, ce type de représentation, en tout cas, ce qu'a fait la géologie en creusant, là, c'est l'érosion qui fait comme apparaître un visage dans la falaise du fjord. Mais on est aussi dans le pays des trolls, donc il faut comprendre les légendes et les histoires locales. Les riverains ont longtemps préféré la voie maritime aux routes, aux chemins de terre souvent impraticables, et ils ont donné des noms, des légendes à ces lieux. Et ils ont fait ça surtout aux cascades qui sont comme cela présentes dans ce très beau fjord, qui agrémente ce fjord. C'est une sorte de décoration supplémentaire. Regardez un petit peu les très belles couleurs qu'on peut avoir lorsque la lumière est là présente dans ce Geiranger Fjord. Et on a comme cela aussi, et voilà, j'ai fait une bêtise, il faut que je vous fasse reparaître les images, mais c'est de belles images, c'est pas très grave. Alors, voilà à nouveau cette image-là, c'est celle-là que je voulais vous faire apparaître, puisque là, vous voyez à l'image, une des cascades, la plus connue du Geiranger Fjord, c'est la cascade dite des 7 sœurs, la cascade des 7 sœurs. Pensez à couper vos micros, parce que j'entends quelqu'un tousser, donc pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Et on a comme cela, juste en face de la cascade des 7 sœurs, juste en face, vous voyez, donc ces 7 filets d'eau qui sont projetés des hauteurs de la falaise. Juste en face, il y a ce qu'on appelle la cascade du prétendant. Et d'après la légende locale, c'est un jeune homme qui a été éconduit. Il a demandé la main aux 7 sœurs les unes après les autres, et les unes après les autres ont refusé de l'épouser. Le pauvre n'avait plus que la bouteille pour se faire oublier son malheur, son désespoir. À la sortie du fjord, on va trouver un fjord qui s'appelle le Sunibisfjord, le fjord de la lumière du soleil, et il nous permettra de rejoindre un autre petit village, le village d'Ellesilt, et par la route, on rejoindra l'escale de Maløy, escale où le Messenbourg nous permettra de reprendre le cap vers le nord du pays. Alors, plus au nord, on va justement atteindre la ville de Trondheim, la dernière grande ville avant l'entrée dans les terres arctiques de Norvège. Elle partage avec Bergen, d'ailleurs, Trondheim, d'avoir été la capitale du royaume. Elle a été fondée à la fin du Xe siècle par un roi qui s'appelait Olaf Ier Tryggvason. Et on l'appelle alors, non pas Trondheim, elle s'appelait alors Nidaros, sur les rives de la Nidelva. C'est son neveu, qui s'appelle le neveu d'Olaf Tryggvason, qui s'appelle un autre Olaf, Olaf Haraldsson, Olaf II. C'est lui qui va, alors il est très connu parce qu'il meurt dans une bataille, pas très loin d'ici, c'est la bataille de Stiklestad. On était au début du XIe siècle, et il va surtout, c'est sa dépouille qui est enterrée, qui est retrouvée quelque temps plus tard intacte, préservée. Il va devenir le premier saint, c'est un miracle, il va devenir le premier saint de la Scandinavie, et
quand on a un saint, il faut l'honorer et il faut donc lui construire une belle église. Et rapidement, on a besoin d'une cathédrale. On va avoir la cathédrale de Linaros. Elle est toujours là, cette cathédrale, vous l'avez à l'image. Elle a survécu. Elle a aussi beaucoup souffert des incendies, des invasions du voisin suédois en particulier, de son abandon. On a abandonné un petit peu cette église, cette cathédrale. Et à la fin du XIXe siècle, eh bien, la cathédrale est dans un tel état qu'il faut entièrement la reconstruire, la restaurer. Et c'est d'autant plus important qu'on a une nouvelle dynastie à honorer. Il faut célébrer à nouveau, faire le couronnement royal. On le fera pour les premiers premiers rois de cette nouvelle dynastie. Et la résurrection bien, de cette île de cette église est une merveille, puisque vous avez à l'image ce qu'on appelle une façade à écran. Vous voyez, les deux tours de la façade sont légèrement décalées par rapport à la façade. Donc ça, c'est une façade à l'écran. Et elle est également majestueuse par la rosace qui est en son centre, mais également par les nombreuses statues qui vont agrémenter, ornementer cette façade. Il y a plus de 50 statues. Alors, des statues de rois, de prophètes de l'Ancien Testament, des vertus cardinales, théologales, des saints norvégiens, des apôtres. Je vous disais, plus de 50 statues. Le Christ occupe la place centrale avec 3 représentations, celle de la Passion, du Jugement dernier et du triomphe du Christ, la dernière à droite de l'image. Alors, bien sûr, lorsqu'on est à Trondheim, il y a la forteresse toute blanche en haut de la colline. Il y a la statue donc, d'Olaf Ier qui est au centre de la ville. Il y a bien sûr le quartier la Nidelva avec les anciens entrepôts, les façades colorées de ces anciens entrepôts qui sont devenus maintenant soit des restaurants, ça peut être des boutiques, des bureaux. Il y a également ce vieux pont que vous avez ici à l'image, le vieux pont, le Gamle Bridge donc, de Trondheim. Mais il y a également un petit trésor qui est juste à la sortie de la ville, sur une colline avoisinante. C'est un vieux manoir qui s'appelle le manoir de Ringve. Et là, un couple assez fortunés, de bourgeois de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, vont se constituer une collection tout à fait exceptionnelle, une collection d'instruments de musique. Ils n'auront pas d'enfants, ce couple, ils s'appellent les Backe, et Christian Anker Backe et puis son épouse, Victoria Rostin Backe, elle est d'origine russe, vont consacrer une grande partie de leur vie à cette collection. De nos jours, on a plus de 2000 instruments répartis entre quelques pièces du vieux manoir et une vaste salle d'exposition plus moderne, plus contemporaine. On y trouve des instruments de musique tout à fait extraordinaires, venus de tous horizons, des tentatives d'instruments, parfois des prototypes, ou des instruments qui n'ont pas connu un succès commercial très important. Il y a un instrument qui s'appelle le violon-trompette, où il y a, vous avez ici à l'image, le cécilium. Alors, il y en a eu quand même un petit peu des céciliums, une sorte de violoncelle facile à jouer pour les musiciens du dimanche. Mais elle est également, c'est plus qu'un musée de la musique, puisque grâce au conservatoire de la ville de Trondheim, grâce aux étudiants du conservatoire, grâce à ces musiciens, ils font jouer une partie de ces instruments. Donc, c'est plus qu'un musée, c'est quelque chose de tout à fait interactif, tout à fait intéressant à découvrir, à écouter aussi. Et dans la collection, on trouve un violon tout à fait norvégien, c'est le violon de Hardanger. C'est le violon traditionnel de Norvège. Alors, il n'est pas seulement beau à regarder, mais il y a des incrustations de nacre sur la touche du violon, mais il est également particulier parce que, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, on a les 4 cordes de surface, les 4 cordes qu'on va en frotter avec l'archet, mais à l'intérieur, il y a aussi 4 cordes juste en dessous, fichées, qui passent dans la touche, qui passent en dessous du chevalet. Et ces cordes-là, elles n'entrent pas en vibration au contact de l'archet, mais elles vont entrer en vibration par ce qu'on appelle par sympathie. Et donc, ça va profondément modifier la sonorité du violon. C'est un violon qui, par exemple, est toujours utilisé pour la musique traditionnelle, pour les mariages traditionnels qu'on peut voir encore en Norvège. Alors, sur le chemin vers... alors là, c'est juste, je voulais vous dire, mentionner cela, c'est qu'effectivement, en 2015, il y a eu un incendie, on a frôlé le drame, une partie du manoir a brûlé, il a fallu le reconstruire, et il va, comme cela, réouvrir justement l'été prochain. Donc, on a beaucoup de chance de pouvoir à nouveau en bénéficier de ce musée à partir du prochain été. Alors, sur ce chemin vers le nord, c'est
aussi le nord de la Norvège, hein, en particulier le norvégien, Norway, on va franchir cette ligne imaginaire, hein, qu'est le cercle polaire. On va passer le 66e degré, voilà le cercle polaire, qui est là marqué sur cette carte, le 66e degré, 33 minutes de latitude nord. On va entrer dans ce qu'on appelle la zone arctique. Cette zone et la ligne, hein, finalement, elle marque eh bien, le point où le soleil ne va pas franchir l'horizon, hein, au moment des solstices d'été ou d'hiver. Notre croisière, elle va se faire, vous savez bien sûr, en période estivale. Donc, on va entrer dans le pays du soleil de minuit et on aura l'occasion, eh bien, de faire une belle navigation, de passer auprès de l'îlot de Vikingen, sur lequel est située cette sphère, hein, évidée sur un piédestal, sphère qui symbolise bien sûr le cercle polaire. Alors, une fois franchi ce cercle polaire, eh bien, on va rejoindre un des trésors de la côte du Nordland, côte qui a été écrasée, bien sûr, par la glaciation, donc le glacier régional qui est toujours présent d'ailleurs, qui s'appelle le glacier de d'Enganbrin, pardon. Et c'est le glacier d'Enganbrin, c'est le deuxième plus vaste glacier du continent norvégien. Il vient toucher le fjord avec sa langue glaciaire qu'on appelle la langue de Svartisen, une langue très crevassée, marquée de taches noires. D'ailleurs, son nom vient de cela, et ces taches noires, c'est en fait les dépôts morainiques, la moraine qu'il transporte. Et il va surtout, puisqu'il laisse apparaître, vous voyez ici, sur une partie, hein, du côté, eh bien, la roche qu'il a travaillée, qu'il a érodée pendant des siècles, des milliers d'années. Ça fait plus de 20 ans que j'y vais régulièrement, je vous le disais, et donc, eh bien, on le voit évoluer, ce glacier, on le voit en particulier commencer à se rétracter, hein, cette langue glaciaire qui eh bien, s'éloigne peu à peu de la côte, mais c'est un spectacle absolument magnifique, vous voyez ici à l'image à nouveau, et on va comme cela eh bien, s'approcher, là il y a un petit lac qui est juste à l'avant du glacier, et on parcourt eh bien, ce territoire, on s'approche du glacier comme cela. C'est un territoire d'une ferme agricole, on voit son bétail qui profite de la nature l'été comme cela. Et puis, on voit un petit peu la végétation locale aussi en s'approchant du glacier. C'est une promenade bucolique assez extraordinaire, tout à fait extraordinaire. En longeant la côte vers le nord, on va faire escale dans un petit archipel, l'archipel des îles Lofoten. Un archipel qui s'étire sur quelques 200 kilomètres et qui est considéré souvent comme une sorte de concentré de la Norvège. Tous les paysages du pays s'y retrouvent, les plaines agricoles, les montagnes pointues et enneigées, les lacs et les rivières, les côtes rocheuses. On va avoir eh bien, des plages de sable blanc, des eaux turquoises, un ciel qui peut vous donner également les 4 saisons en une seule journée, oui, donc ça bouge beaucoup, on est en climat océanique, et dans cet écrin de verdure, eh bien, dans cet écrin de nature, les ancêtres des Norvégiens ont appris à pêcher le cabillaud pendant les longues nuits de l'hiver, et ce poisson qui est engraissé dans les eaux de l'Arctique, eh bien, vient s'ébattre, hein, dans les eaux comme cela des Lofoten entre janvier et avril. On le pêche toujours et on va dans beaucoup de petits ports de pêche, hein, sur les Lofoten, mais on va surtout eh bien, faire sécher ces cabillots et on va en faire du stockfish, hein, donc de ces poissons qu'on va vendre comme cela au sud, jusqu'au sud de l'Europe. Ces pêcheurs, ils nous ont laissé aussi des petites maisons, surtout à partir du XIXe siècle, des petites maisons, vous voyez, construites sur pilotis, souvent rouges, pas toujours, mais souvent rouges. Et ça fait partie un petit peu de la carte postale pardon, des Lofoten. Voilà, ici, le Hambourg, hein, qui est dans la rade, et bien juste en face de Leitness pour passer la journée comme cela sur les Lofoten. Alors, Tromsø est la dernière ville du Nord, hein, qui peut réellement porter le nom de ville, de ce port norvégien. On a à peu près 80 000 habitants. Vous voyez ici, un petit peu pris en hauteur, cette photo. On est au-delà du cercle polaire, hein, puisqu'on l'a passé, je vous disais, on est à 69 degrés de latitude nord. Tromsø, c'est toujours, elle est considérée comme on va dire, la porte d'entrée de l'Arctique. Alors, c'était vrai au temps de l'exploration des modes polaires. Bon, c'est un petit peu moins de nos jours, mais quand même, on peut partir de cet endroit. Et elle va refléter eh bien, un petit peu son architecture, surtout celle du XIXe siècle. On a un quartier historique avec des vieilles maisons en bois. On y retrouve comme cela aussi
la plus petite église catholique du pays, la plus grande église luthérienne, elle aussi en bois, de Norvège. Et on a également, eh bien, là, justement, hein, on peut partir d'ici, et c'est ce qu'on fera, pour aller explorer le Spitzberg, puisqu'on va avoir le Spitzberg à peu près 1000 km à équidistance entre le pôle et le nord de la Norvège. Et c'est sans doute aussi ce lien avec le Spitzberg, la raison en tout cas de la construction de ce monument, vous voyez ici, hein, qui est un peu étonnant. On a l'impression qu'il est en train de tomber. On dirait des dominos qui vont justement s'effondrer. Ce bâtiment, c'est un musée, il s'appelle le Polaria. Et le Polaria, eh bien, il permet de profiter de la faune de l'Arctique, des aquariums, beaucoup de poissons, d'invertébrés, mais également 5 autochtones du Svalbard, hein, ces 5 phoques adultes qui font le ravissement de tous. On peut également s'immerger comme cela dans une sorte d'introduction à la nature du Spitzberg avec un documentaire qui va être projeté sur un écran panoramique. Et on a voilà, de nombreux aquariums, je vous le disais. De l'autre côté du fjord, eh bien, on a également, alors vous voyez ici juste à l'image, en bas de l'image, je vous montre avec le curseur, un monument assez étonnant, en tout cas pour son architecture. Il s'agit de la cathédrale arctique. De l'extérieur, elle fait un peu froide, hein, son architecture semble un peu froide, un peu rigide, mais c'est peut-être parce qu'on a voulu représenter soit justement les séchoirs à poissons, soit peut-être la glace, hein, de cette région. À l'intérieur, beaucoup plus de chaleur, c'est dû aux vitraux, c'est dû également à l'orgue, l'un des plus grands de la Norvège. Et pensez qu'on on va comme cela avoir des concerts l'hiver, mais aussi l'été au moment du soleil de minuit. En arrivant encore plus au nord, eh bien, en arrivant à Onyxvåg, on aura achevé notre progression sur cette Norvège continentale. On aura longé d'ailleurs une partie du Finnmark. C'est la région la moins peuplée de Norvège, même pas 3 habitants au kilomètre carré. On mettra les pieds à Onyxvåg, un petit port au sud de l'île de Magerøy. Vous voyez ici marqué Onyxvåg est juste là. Et à Onyxvåg, eh bien, on va comme cela progresser, on va se promener hein, sur cette île de Magerøy, on va traverser cette île. Vous comprendrez vite d'ailleurs que c'est une île qui n'est absolument pas faite pour l'agriculture. Il n'y a absolument pas de quoi faire pousser quoi que ce soit sur cette île, mais c'est la terre idéale pour eh bien, ces animaux, ces troupeaux semi-sauvages, hein, domestiqués que sont les rennes des Samis, hein, les habitants du nord de la Norvège. Et on a, en particulier pendant la période estivale, les Samis amènent ces troupeaux et ils vont profiter. Ouais, ils sont en train on les voit lorsqu'on se promène sur le bord de la route, on les voit soit en train de brouter, soit en train de dormir, ce qui résume eh bien, l'essentiel de leur activité. Au bout de la route, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, ici, un très beau plateau. On va retrouver dans cette région la plus au nord de la Norvège, on va trouver le fameux Cap Nord, qui est là aussi symbolisé par sa Monde, qui va justement, et voilà, une petite bêtise à nouveau, et je vais vous faire voir à nouveau ce Cap Nord, le voilà, symbolisé par cette Monde évidée, hein, qui voilà, qui veut nous montrer qu'on est au nord, le point le plus au nord de notre continent. Et là, on a la chance, ce jour-là, d'avoir un très beau soleil. Mais l'an prochain, notre route vers le nord, eh bien, elle ne s'arrêtera pas au Cap Nord. On va rejoindre un autre territoire norvégien. Il s'agira de l'archipel du Svalbard. Alors, norvégien, ça veut dire les terres gelées. Des terres qui ont été sans doute découvertes par les Vikings, puis un peu plus tard par Willem Barents, le navigateur hollandais du XVIe siècle. Et lui, il a, plutôt que de parler de terre froide, il a parlé de terre de sommet pointu, le Spitzberg, les Spitzbergen, appartenant à cet archipel à mi-distance entre l'île justement du Spitzberg et du Cap Nord. On trouve la première île de l'archipel, hein, donc qui est je disais à mi-distance. Cette île, eh bien, il s'agit de Bornøya, c'est-à-dire l'île de l'ours, et qui a été également découverte par Willem Barents. On va dire que ça fait partie des temps de navigation, hein, ce passage à côté de cette île. De nos jours, c'est une île qui est surtout une réserve ornithologique. On y trouve de nombreuses espèces d'oiseaux qui nichent en particulier dans le sud de l'île, voilà, dans cette partie sud de l'île, parce que c'est là
qu'on a le relief le plus chaotique, qui est fait d'aiguilles de basalte qui chutent dans l'océan, alors que le nord de l'île est davantage une sorte de plateau, de galette assez plate, troué de nombreux lacs. Bon, ça, depuis la côte, on ne peut pas vraiment le voir. La croisière au Spitzberg, eh bien, est une croisière, je vous dis souvent, différente du reste de ce qu'on aura fait, de ce qu'on fera par la suite, de la croisière continentale. C'est un petit peu comme si dans une croisière, il y en avait deux. Et ça, je le répète souvent en préambule de la croisière. La partie de croisière au Spitzberg, c'est une croisière d'expédition, avec un programme de visite qui est prévu, mais tout dépend bien, des conditions que l'on retrouve sur place, des conditions météo, les vents, les précipitations, le brouillard. Saurez-vous, on voit aussi, on a très souvent un très très beau soleil, mais il y a aussi les glaces, les conditions de glace, principalement celles qui sont vêlées par les langues glaciaires, qui peuvent comme cela entraver notre progression, modifier en dernière minute notre programme, mais aussi participer à cette idée d'aventure polaire. La navigation pour rejoindre le Svalbard, c'est aussi un temps consacré aux conférences, c'est aussi un temps consacré à l'observation de l'environnement. On est sur la route de migration de nombreux cétacés. Alors, on les aperçoit et on les aperçoit si on a le nez à l'extérieur, au sabord, au hublot, et ce qu'on passe un petit peu de temps, bien sûr, sur les ponts extérieurs. Deux escales sont prévues lorsqu'on sera comme cela sur le Svalbard, le Spitsberg. La première va se faire à Longyearbyen. On est dans le plus grand des bras, alors c'est ici voilà, sur la carte, c'est le grand bras de l'Isfjord, un des plus grands fjords de l'archipel et de cette île du Spitsberg. Toute l'histoire de l'archipel du Svalbard, c'est l'histoire de l'exploitation des ressources par les hommes, puisque c'était une terre vide, en tout cas jusqu'à sa découverte au XVIe siècle. Bon, il y avait quelques chasseurs russes qui faisaient des passages dans la région, mais enfin, ils n'y habitaient pas. Les Européens, ceux du Sud, on va dire, les Hollandais, les Anglais, les Français, à partir du XVIe siècle, vont venir chasser les baleines, vont venir chasser les morses et toutes les bêtes à fourrure. Et puis, ça sera autour des ressources minières, de ces ressources minières qui vont, elles aussi, être exploitées, principalement le charbon. Et en fait, les différentes bases, les différentes escales qu'on pourra faire, elles sont liées à des anciennes bases minières. Longyearbyen a d'abord été une mine. Et d'ailleurs, c'est toujours une mine de charbon, plus pour très longtemps. La dernière mine, il n'y en a plus qu'une, il n'y a plus qu'un puits, va être fermée en 2023. Sera fermée en 2023. Longyearbyen, c'est de nos jours une ville administrative, la ville administrative de l'archipel. C'est là que réside le gouverneur de l'archipel, il s'appelle le Sysselman. Il est en charge de la sécurité des 2500 résidents et des milliers de visiteurs qui viennent ici l'été au Svalbard. Autre détail, mais on va dire que c'est anecdotique, à l'extérieur de la ville, avant d'entrer dans Longyearbyen, on a installé, en tout cas le gouvernement norvégien, installé dans une ancienne galerie de charbon, ce qu'on appelle le coffre mondial des semences. En cas de cataclysme, la Norvège a décidé de financer la conservation de la plupart des espèces végétales, préservées sous forme de graines, par le système de réfrigération, mais aussi par le permafrost de l'archipel, de cette île. Alors, on peut également se promener à Longyearbyen facilement. On peut passer par l'église, le supermarché le plus septentrional du monde, mais on va surtout profiter d'aller voir ce bâtiment qui est juste là, vers le fjord, vers le littoral. Ce grand bâtiment, en fait, c'est un bâtiment qui est en fait, c'est le musée du Svalbard, qui est souvent d'ailleurs célébré, reconnu pour sa scénographie. Il évoque le passé comme le présent de l'archipel, la présence des hommes et leurs activités, la faune, la flore unique de cette terre arctique, sans oublier les dangers du réchauffement climatique pour ce biotope très particulier et surtout très fragile. Alors pour la seconde escale qu'on fera et qui est prévue à notre programme au Svalbard, c'est l'escale encore plus au nord. On approche vraiment du point ultime. On est dans le Kronsfjord. Alors, le Kronsfjord, il est là sur cette carte. Si vous voyez le curseur bouger à l'écran, voilà, ça c'est le Kronsfjord, c'est-à-dire le fjord de la croix et le fjord après de la couronne, le Kronsfjord. Et là, dans le Kronsfjord, on a Ny-Ålesund, la commune la plus septentrionale au monde. L'hiver,
ne vivent là que 12 habitants et ces habitants ont la particularité d'être tous des scientifiques ou des techniciens. C'est le centre scientifique international le plus proche du pôle Nord. On y trouve des scientifiques de toutes nationalités, des Norvégiens, des Japonais, des Coréens, des Français, des Chinois. Là, vous voyez ici le symbole de la base chinoise. Hein, c'est ce qu'on appelle une licorne chinoise. Ce n'est pas un lion, c'est une licorne chinoise. Il n'a pas de queue. Si on regarde bien les détails de cette, il faut faire le tour, mais on voit, il n'y a pas de queue, donc c'est une licorne chinoise. Nialosun fut également une localité minière. Ça a été d'abord un site d'exploitation de miniers. Et on va dire que son destin scientifique a pris rapidement le dessus. On y trouve, comme vous voyez ici à l'écran, les vestiges de l'exploration également. Donc là, c'est de la mine, mais l'exploration du pôle, il y a le mât notamment des dirigeables de Roald Amundsen, là c'est sa statue, Roald Amundsen, grand explorateur norvégien du début du XXe siècle, avec un collègue italien qui s'appelait Umberto Nobile. Ils ont comme cela survolé le pôle Nord. C'est un endroit exceptionnel également pour le silence, pour les paysages qui nous entourent, pour les sternes arctiques qui seuls souvent rompent le silence, hein, des sternes arctiques qui sont un oiseau exceptionnel, qui nichent dans la région. Il faut faire attention où on marche parce qu'elles peuvent être agressives si on s'approche de leur nid, mais c'est un oiseau exceptionnel. Imaginez qu'il est capable d'aller, hein, on le retrouve également dans l'hémisphère sud, et puis on a les Nunatak, on a ces sommets des montagnes qui sortent un petit peu des glaciers. Je le disais, c'est un endroit magnifique, assez unique. Autre temps fort, autre point d'or de notre navigation, et bien justement, c'est cette navigation dans des baies spectaculaires, dans des fjords spectaculaires. Vous avez ici la navigation dans ce qu'on appelle le Temple Fjord. Alors, c'est un tout petit fjord, mais c'est une ramification d'une vingtaine de kilomètres eh bien, de l'Isfjord, donc du plus grand fjord du Svalbard. Et là, eh bien, grâce à l'accumulation, c'est ce que vous voyez ici à l'image, l'accumulation en bas de cette falaise, une sorte de cône de déjection, on a la formation, on appelle ça quasiment des colonnes, et ça a fait penser à ceux, en tout cas les premiers qui ont visité cette région, ils ont appelé ça le Temple Fjord, le fjord du temple, une sorte comme s'il y avait les ruines d'un monument gigantesque. En entrant dans le fjord, on voit aussi les vestiges, alors sur le littoral, juste là, vous voyez les vestiges d'une toute petite maison, en fait c'est la maison d'un trappeur qui a vécu là presque une cinquantaine d'années avec son épouse. Et au fond du fjord, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un paysage magnifique. Ce paysage, c'est celui d'une langue glaciaire. Alors là, en fait, on a plusieurs langues glaciaires qui se rejoignent, qui forment un front de glace, hein, absolument extraordinaire. Ce temps de la navigation, il permet aussi parfois d'observer la faune locale, et on peut voir eh bien, des rennes sauvages, hein, du Svalbard qui vont être à proximité de la rive. On a souvent la possibilité de voir une grande quantité d'oiseaux, des oiseaux pélagiques, comme eh bien, finalement, ces macaremoines. Il y a aussi, ceux qu'on appelle aussi les mergules nains, hein, qu'on va voir en grande quantité à proximité, comme cela, des fronts de glace. Et puis, cerise sur le gâteau, hein, on peut également tomber au cours de la navigation sur un phoque qui a décidé eh bien, de profiter d'un bout de glace, d'un petit iceberg, pour se profiter du soleil, se faire sécher comme cela à l'air libre. Ça, c'est le hasard de la navigation. Enfin, au bout de ce périple, on va trouver tout au nord du Svalbard une baie extraordinaire qu'on appelle la baie de la Madeleine. Elle est à 79 degrés 39 minutes de latitude nord. C'est une baie très protégée, c'est une sorte de cirque de montagnes pointues. Quand le soleil est de la partie, on dirait une turquoise sertie de diamants. C'est un bras de mer qui fait à peu près 10 km avec 4 langues glaciaires qui vont aboutir dans la baie. Des fronts de glace qui reculent et qui veulent de la glace bleutée. C'est un spectacle tout à fait extraordinaire. L'entrée de la baie est en partie fermée par une toute petite presqu'île. Et sur cette presqu'île, il y a une plage, il y a une sorte de tertre. Et c'est là que se trouvent les tombes des baleiniers. D'où le nom de la baie. La baie, c'est la baie de la Madeleine. Ça vient de Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine, c'était la patronne des baleiniers, hein, donc les tombes des baleiniers qui ont donné, évidemment, la patronne a donné son nom à cette baie.
Et je vais terminer avec une toute petite vidéo, quelques secondes de cette vidéo, qui va vous montrer eh bien, cette baie qui va… Le seul bruit, c'est celui un petit peu du vent dans le micro. Vous allez entendre et voir ces quelques images animées. Et on se retrouve juste après. Voilà, je vous dis vraiment quelques secondes. Alors, c'est sur cette escale la plus septentrionale, on est arrivé au bout du chemin, on ne peut pas aller plus au nord, que s'achève notre périple norvégien et ce chemin matinal en votre compagnie. Je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir suscité en vous des envies de voyage, de découverte, d'aventure. Et si vous voulez bien, je vais vous donner rendez-vous soit le 22 mai, soit le 14 juin pour découvrir ensemble ce pays extraordinaire qu'est la Norvège. Avant de passer la parole à Magali, je vais vous donner aussi rendez-vous soit le 3 janvier à Paris, à l'aéroport pour rejoindre Ushuaïa et participer à une autre aventure, pas celle du Nord, mais celle de l'hémisphère sud avec notre croisière en Antarctique. Et je serai en compagnie de monsieur Bruno Guégan. Et puis, alors, un autre rendez-vous, juste un petit peu décalé dans le temps, mais moi, je ne pourrais pas être là parce que je serai en Antarctique. C'est le 13 janvier, un rendez-vous avec Magali. Même endroit, même heure. Le 13 janvier, elle aura, Magali, le plaisir de vous parler de la Croatie vue de la mer. Je vais vous remercier à nouveau pour votre attention.